Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF consacré à l'histoire et particulièrement aux 30 ans du laboratoire d'histoire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Fête ses 30 ans et on va savoir avec ses responsables, avec des historiens, avec aussi des spécialistes de littérature, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire d'histoire. Et puis on vous parlera aussi des actions qui seront menées notamment jeudi et vendredi pour fêter ces 30 ans. Alors pour en parler... Anne-Claude Ambroise-Rendu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université, professeur d'histoire, et vous êtes la responsable, la directrice, on dit, du laboratoire. Oui, c'est bien. Et vous allez nous expliquer justement, alors, qu'est-ce que c'est un laboratoire d'histoire? Parce que les gens se disent qu'il y a des éprouvettes, des choses comme ça. Donc peut-être pas, on verra ça tout à l'heure. Aurélie Barjonnet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pièce rapportée, si je peux dire, puisque vous êtes une littéraire. Enfin, vous êtes d'abord... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Je vais dire pièce rapportée, c'est pas gentil, non? Alors, si, c'est très gentil, ne vous inquiétez pas. Non, en fait, il n'y a pas de laboratoire de littérature à l'UVSQ, et c'est très bien pour moi, parce que finalement, un peu comme Monsieur Jourdain, je pense que je faisais de l'histoire culturelle sans le savoir. Donc je me retrouve tout à fait dans les axes du laboratoire. Je suis ce qu'on appelle une réceptionniste, je m'intéresse à la réception de la littérature, donc ça implique une approche historique, et je suis très à l'aise dans ce laboratoire. Et vous êtes notamment spécialiste de la littérature sur la Shoah. Oui. Donc évidemment, ça lie évidemment l'histoire et la façon de raconter, si je peux dire, l'histoire. Carole Moine, bonjour. Caroline Moine. Oui. Caroline Moine. Oui, c'est mieux, Caroline. Non, je sais pas. Carole, c'est bien aussi. Bien mon prénom. Vous appelez Caroline, il n'y a pas de raison d'abîmer votre prénom. Vous êtes aussi professeur d'université, ancienne chercheuse en histoire contemporaine, et vous êtes spécialiste notamment de l'Europe et de l'Allemagne, c'est ça? Oui, avec deux axes. Un premier axe, c'est sur le cinéma, l'histoire du cinéma, notamment des festivals de cinéma et des écoles de cinéma dans les Europes. J'appelle les Europes pour insister sur le fait que je ne travaille pas que sur l'Europe occidentale, mais aussi l'Europe de l'Est. Sur la communauté européenne, je veux dire. Enfin, oui, c'est ça. C'est ça. Et après 45, sur y compris l'Europe à l'est du rideau de fer. Et puis un deuxième axe est sur l'histoire des mobilisations de solidarité internationale face notamment aux dictatures latino-américaines et ces mobilisations telles qu'elles se sont mises en place à partir des années 70 en Europe. Et je suppose que là, vous suivez d'un œil particulièrement aigu ce qui se passe en Ukraine, non? Tout à fait, qui fait écho à la fois à différentes périodes passées, et notamment parce que les différents protagonistes du conflit utilisent cette référence à l'histoire. Et puis Clément Verger, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en histoire. Et doctorant, ça veut dire que vous préparez votre thèse? J'ai commencé une thèse, j'ai fini ma première année en ce moment. Voilà. D'accord. On peut dire sur quel sujet ou... Oui, alors je travaille sur la globalisation par les plantes, plus précisément les plantes transportées au travers des grands voyages d'exploration de la fin du XVIIIe siècle. D'accord. Et en particulier les 3 voyages de James Cook autour du monde. D'accord. Et comment ces plantes ont changé le paysage mondial. Le paysage, ouais, c'est assez génial. Voilà, donc c'est un mélange d'une pratique artistique mélangée à la recherche. Donc j'aime bien le terme d'artiste-chercheur, comme quelque chose d'un peu indivisible. Parce que vous avez une double casquette, si je peux dire. Vous êtes donc historien, et vous êtes aussi artiste, et artiste photographe. C'est à vous qu'on doit l'affiche. C'est bien ça, oui. Des 30 ans du stand d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, puisque c'est le vrai nom du laboratoire. Bravo. Merci. Alors, vous êtes allé voir Anne-Claude Ambroise-Rendu pour lui dire, voilà, moi je sais faire des photos aussi, non? Comment ça se passe? Il savait déjà. Pour l'affiche ou pour le doctorat? Non, pour l'affiche. Pour l'affiche, c'est Anne-Claude qui m'a contacté. Oui, c'est vrai qu'après, je communique quand même sur mon travail. Les deux sont indivisibles, c'est-à-dire que la recherche et ma pratique artistique sont des choses qui ne sont pas séparables pour moi. L'un nourrit l'autre. Et donc les recherches m'amènent à faire les photos, et les photos me poussent à faire plus de recherches dans un sens. Donc c'est un petit peu...
Et alors, on parle sous le contrôle de Maximilien Petit, qui est un peu caché derrière là, qui s'occupe, lui, de la documentation, c'est ça, hein, Oui, il s'occupe de la documentation, mais pas seulement. Il mène aussi un certain nombre de projets qui sont en rapport avec la recherche. Et il est toujours caché, mais il faut bien insister sur le fait que sans lui, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas grand-chose d'ailleurs. Donc vraiment, les activités... à la fin de l'émission, ça serait bien, montrer, oui. Les activités du laboratoire lui doivent énormément. Absolument. Et c'est lui qui est à l'origine de l'exposition qu'on peut voir actuellement. On aura un petit sujet là-dessus. Alors, il a travaillé avec nous sur cette exposition. Dans cette exposition, elle a été montée par des étudiants et par Laura Fauché, notre gestionnaire administrative. Très bien. Alors, on va parler justement de ce laboratoire d'histoire. Eh ben, peut-être pour en faire connaissance, alors, sur votre site, il y a une vidéo qui explique un peu ce qu'est le laboratoire d'histoire. Je vous propose de le regarder, puis on en parle juste après. Le CHCSC fête ses 30 ans. Le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines est le seul laboratoire d'histoire en France qui se soit donné pour mission exclusive la recherche en histoire culturelle du contemporain, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle. Il existe depuis 30 ans et va donc fêter cette année son anniversaire en organisant un colloque qui n'est pas simplement commémoratif mais qui a vocation à inviter en tout cas à la réflexion sur les enjeux et les perspectives nouvelles pour l'histoire culturelle. Pour compléter ce programme académique, nous avons imaginé de faire participer les étudiants à ces festivités. Le CHCSC fête ses 30 ans. Nous vous invitons à les fêter avec nous. Alors, on va répondre à cette première question. C'est quoi un laboratoire d'histoire ? Anne-Claude Ambroise-Rendu, alors c'est quoi un laboratoire d'histoire ? Un laboratoire d'histoire, ça n'est pas comme vous l'indiquez, un laboratoire avec des éprouvettes. Il y avait des journalistes qui étaient là qui dit je voulais filmer le laboratoire, mais je lui dis je pense que c'est des bureaux, il n'y a pas. Ce sont des bureaux avec une bibliothèque, donc un fonds documentaire important qui témoigne de la réalité de nos pratiques, de la réalité de la recherche en histoire, dont on pourrait penser que l'histoire n'est plus à faire, elle a été faite, les choses sont posées dans les faits et il n'y a plus à intervenir. En réalité, c'est complètement faux. La recherche en histoire est une dynamique perpétuelle puisque des pistes nouvelles s'ouvrent sans arrêt autour de l'apparition de sources nouvelles. Et puis autour également d'un questionnaire nouveau, c'est-à-dire qu'en histoire, on se pose des questions qui sont en lien avec le temps dans lequel on vit, avec l'actualité. Et qu'on ne voit pas l'histoire de la même façon aujourd'hui qu'on la voyait il y a 50 ans. Et qu'on invente aussi ou qu'on découvre, je ne sais pas quel est le terme qui convient, des objets nouveaux. Des objets d'histoire, et j'en prends pour exemple justement le sujet de thèse de Clément, qui témoigne d'une nouveauté en histoire, qui est l'histoire environnementale. Mmh. Oui, c'est ça, il y a des nouveaux pans d'histoire qui sont en train de naître et qui sont liés, et qui sont en phase évidemment avec les évolutions de la société, c'est ça ? Oui, et avec les questions nouvelles que se pose la société. Alors, Caroline Moine et Aurélie Marchonnet, j'ai omis de dire que vous étiez les directrices adjointes de ce centre, de ce laboratoire. Alors, est-ce que ça existe un peu partout des laboratoires comme ça ou c'est assez spécifique ? Alors, le laboratoire, le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, tel est son nom. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le redire. Vous avez raison. En fait, il n'est pas. Déjà, c'est le deuxième laboratoire d'histoire à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On n'est pas le seul.
Mais l'autre, qui s'appelle DIPAC, ça veut dire quoi? porte sur la période de l'époque de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. C'est sur Dynamique patrimoniale, les d'accord. dynamiques patrimoniales. Donc on se répartit en quelque sorte, d'un point de vue chronologique, en fait, nos champs de recherche. Mais c'est vrai que Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre dans une même structure des gens qui recherchent sur le Moyen-Âge et des gens qui recherchent sur l'histoire contemporaine. Enfin, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, C'est pas impossible. mais la logique a été différente à l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines. Et en fait, on travaille de manière conjointe sur certains projets, et notamment autour des outils, parce qu'on a évoqué les nouveaux questionnements que l'on peut poser sur l'histoire, mais on doit aussi s'adapter à l'apparition de nouveaux outils, et Maximilien Petit pourra sans doute revenir sur cette question, puisque à l'Université de Versailles 50 ans, on a un Fab Lab, un laboratoire, qui, alors là, peut-être répond plus à ce qu'on imagine comme un laboratoire, avec, c'est une salle où il y a tout un matériel qui permet de collecter et de valoriser toutes les nouvelles formes de données, et notamment numériques. Tout ce qui est autour d'une humanité numérique, une impression en 3D, etc. Tout cela est rendu possible grâce à ce Fab Lab qui est justement géré par Maximilien Petit et son collègue de DIPAC, l'autre laboratoire d'histoire de 50 ans en Yvelines. Alors on dit les 30 ans, je ne sais pas qui veut répondre, mais comment tout a commencé? Tout a commencé il y a 30 ans. Oui. En 1992, ce laboratoire... Presque avec la naissance de l'université. C'est ça, exactement. Oh. C'est la naissance d'un laboratoire d'histoire culturelle du contemporain. Donc c'était important parce qu'il... Oui. Du contemporain. Dans cette jeune université, cette université d'un troisième type, parce qu'elle était dans la seconde couronne autour de Paris. De Paris, oui. Il faut bien dire que ces nouveautés, cette jeunesse, correspondaient à la thématique du laboratoire, puisque l'histoire culturelle était à ce moment-là un peu un front pionnier en histoire. Pas tout à fait une nouveauté, mais un front pionnier. Je dirais que d'ailleurs, front pionnier, elle le reste perpétuellement parce que justement, les questions, les problématiques de l'histoire culturelle se renouvellent en permanence. Est-ce que vous pouvez donner comme ça un éclairage, pas une définition, peut-être un éclairage? Qu'est-ce que c'est l'histoire culturelle, justement? Alors, c'est plusieurs choses, beaucoup de choses. C'est à la fois l'histoire des objets culturels, du livre, des œuvres d'art, des affiches, voilà, absolument, des médias, de la presse écrite cinéma, à Internet, en passant par la télévision, le cinéma, la littérature. C'est aussi l'histoire des pratiques. Donc l'édition, la lecture, en gros, c'est une histoire qui s'articule autour de trois données: la production, la communication et la réception. Voilà, autour de trois gestes, je dirais. C'est donc une histoire qui entretient des liens étroits avec l'histoire politique, avec l'histoire sociale. Pascal Horry, le fondateur du laboratoire, définit... C'est Pascal Horry? Oui, c'est Pascal Horry en 1992. Qui est à l'Académie française maintenant. Absolument. Et qui définit l'histoire culturelle comme une histoire sociale des représentations collectives. Et qui est aussi spécialiste de bande dessinée, d'ailleurs. Oui, il est spécialiste de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et donc, c'est cette multiplicité des objets, des terrains, des pratiques, je dirais aussi des méthodes, parce que l'histoire culturelle, c'est aussi et peut-être avant tout d'ailleurs une façon de questionner la réalité quotidienne des individus, et une façon qui emprunte assez largement à l'anthropologie, par exemple. Cette variété donc des pratiques en histoire culturelle implique, me semble-t-il, exige presque l'interdisciplinarité. C'est-à-dire la présence au sein de ce laboratoire d'historiens, mais on l'a vu avec Aurélie d'où la présence d'Aurélie Bergenet, de représentants d'espaces culturels autres, américains, germanophones, etc., des musicologues aussi. Et donc c'est ce mélange, c'est cette diversité qui assure évidemment une communication et un dynamisme constant des recherches que l'on peut faire au sein de ce laboratoire. Justement, peut-être vous pouvez nous parler d'Aurélie Bergenet, de votre présence dans vous qui êtes spécialiste de littérature comparée. Vous voulez que je vous parle de mon rôle de directrice adjointe ou bien de la présence de la littérature? De la présence de la littérature, oui, d'abord. Après, on va...
Oui, alors je ne Voilà, suis pas la seule fonction, mais- littéraire du laboratoire, nous sommes très nombreux. En littérature comparée, il y a aussi ma collègue Evangélia Stett qui travaille sur les revues illustrées. Moi, je travaille, donc vous l'avez dit, sur la littérature des non-témoins de la Shoah. Et je travaille aussi sur la réception de Zola. J'ai travaillé sur la réception de Zola. Flaubert aussi, non? Comment ? Flaubert aussi, non? Un petit peu Flaubert aussi, mais surtout Zola, parce que Zola, et c'est très intéressant, c'est un romancier, c'est un intellectuel. Et on peut pas faire comme si c'était pas existant. C'est-à-dire que parfois, quand on dit quelque chose sur Zola, on dit à la fois quelque chose sur le romancier, mais aussi sur le défenseur de Dreyfus. Et la question, elle est très intéressante quand on regarde l'Allemagne d'après 45. Notamment, moi, j'ai regardé la RFA et la RDA. Donc la RDA qui, tout de suite, évidemment, s'empare de Zola, du défenseur de Dreyfus, en mode nous sommes la bonne Allemagne antifasciste, et puis la RFA qui a un petit peu peur de toucher ces questions politiques et qui ne s'intéresse pas à Zola dans un premier temps. Puis arrive mai 68 et là on redécouvre Zola. Et... C'est très intéressant oui, de savoir comment il est apprécié. Enfin, oui, on connaît le rapport de la France à Zola, mais c'est vrai que c'est très intéressant de savoir. Et ah oui, ça c'est passionnant de savoir que la RDA et la RFA n'avaient pas du tout le même. Tout à fait. Et puis bon, j'ai eu la chance. Alors, la RFA, enfin, l'Allemagne, peut-être aussi, elle n'est pas pour rien dans l'affaire Dreyfus. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a peut-être aussi. Oui, cette gêne, non Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que c'est un auteur qui n'est pas marxiste, mais qui est assez proche de la gauche, et que donc il pose une vraie question aux Allemands qui sont là, enfin, c'est le pays de naissance de la social-démocratie. Donc il y avait, si vous voulez, une certaine logique à regarder ce qui se passe dans la réception de Zola dans ce pays-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer un petit peu, vous voyez, ça ressemble aussi au travail de l'historien, de rencontrer des témoins de l'époque, des gens qui avaient connu la RDA, qui avaient essayé de promouvoir Zola en RDA, et de voir avec eux quels problèmes ils avaient rencontrés, s'ils avaient eu des injonctions du régime, etc. Donc ça a été vraiment intéressant pour moi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était déjà de l'histoire orale, mais je n'en avais pas forcément conscience. C'était mes premiers pas dans la recherche. On voit bien qu'il y a de l'interdisciplinarité et en même temps des frontières très faibles, très minces. Très poreuses. Hein, très poreuses. Peut-être, Caroline, moi, puisqu'on parle d'histoire culturelle, je m'adresse à la chercheuse et à l'intellectuelle. Enfin, pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas, en histoire, au fond, on a beaucoup de qualificatifs. Histoire culturelle, mais ça peut être quoi? L'histoire événementielle, je ne sais pas. Enfin, ah oui, on a beaucoup d'écoles, d'écoles ou de tiroirs. C'est oui. un peu le regard, selon le regard qu'on porte sur ces caractérisations des différentes manières de faire l'histoire. Et c'est vrai, comme le disait Anne-Claude, l'histoire culturelle est aussi née d'une volonté de sortir de ces définitions telles qu'elles existaient et de proposer une autre manière de travailler. Et ça vient peut-être aussi de prédisposition des enseignants qui sont là aussi, non? Oui, c'est lié aux aussi, envies. À vos centres d'intérêt, non? Bien entendu, l'histoire est faite par des individus, donc les acteurs sont fondamentaux. On parlait de Pascal Horry, par exemple. Mais après, justement, Pascal Horry, après l'autre, des Jean-Yves Mollier, spécialiste de l'édition, Christian Delporte, spécialiste des médias, Anne-Claude Ambroise Rendu, maintenant, qui travaille aussi justement sur des questions environnementales. Donc, évidemment, nos centres d'intérêt influencent fortement la manière dont on souhaite faire l'histoire, mais aussi c'est le cadre collectif qui joue beaucoup. Et c'est là que joue aussi, du coup, l'échelle d'un laboratoire. On est dans un laboratoire, on est une équipe, alors il y a des axes, des sous-groupes, mais on est amené à travailler, à échanger ensemble autour d'ateliers, de journées d'études, de colloques, mais aussi on est un centre où on forme. On est tous enseignants et auprès des étudiants de master. On parlera après peut-être de chacun de vos recherches personnelles, mais est-ce que dans l'enseignement aussi, la dimension culturelle de l'histoire est importante, ou est-ce que vous vous évadez de ça pour enseigner, je ne sais pas, aux premières années d'histoire, aux deuxième année d'histoire? Les deux. Les deux, c'est-à-dire qu'on commence effectivement en première année par poser une espèce de socle auprès d'étudiants qui, arrivant, ne savent pas forcément grand-chose. Et puis,
enfin, dès la L2, dès la deuxième année, il y a une spécialité d'histoire culturelle, il y a un parcours. Et nos masters sont des masters recherche en histoire culturelle des 19e, des 20e et 21e siècles. Mais quand on passe le CAPES ou l'agrégation, il y a une discipline, enfin, il y a une matière d'histoire culturelle. Il y a des questions qui peuvent relever l'histoire culturelle selon les années Après, il y a des programmes, du concours. Il y a des programmes, oui, c'est ça. Et justement, alors, Clément Verger, on peut être au fond historien et acteur culturel. Oui, dans un sens, oui, c'est un petit peu compliqué. Disons que j'offre une réflexion, je pense. C'est plus ça. En tout cas, si on parle de la forme des expositions, c'est donner au public une autre perspective sur les mêmes sujets, au final, et aussi un espace de réflexion sur ces questions-là. C'est pas forcément apporter des réponses ou des solutions, mais en tout cas, c'est aussi donner de l'information d'une autre manière. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce laboratoire, dans ces pratiques. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, mais le côté pluridisciplinaire qui apporte une richesse en fait de mélange des différentes perspectives. Et cette ouverture ces dernières années des sciences et des arts qui dialoguent de plus en plus est assez nouveau en France, ça existe depuis plus longtemps dans les mondes anglo-saxons. En tout cas, le type de doctorat que je fais, moi, qui est un doctorat par le projet, c'est un modèle qui est un peu plus ancien en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, mais qui commence vraiment à se développer en France et apporte ça, en fait. C'est-à-dire que en fait, tout le monde s'y retrouve et il y a une vraie richesse en fait, à dialoguer et à apporter différentes points de perspective sur les mêmes sujets, en fait. D'accord. Voilà. Alors, on va parler, si vous voulez bien, aussi, parce qu'il y a un des événements, il y a l'exposition, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi le colloque qui a lieu à l'occasion de ces 30 ans. Vous allez nous raconter ce que c'est que ce colloque des 30 ans. Alors, il y a un thème qui est important, c'est les nouveaux territoires de l'histoire culturelle. Oui. Hein vous pouvez répondre. Je pense qu'on va se compléter. L'objectif de cette première table ronde du colloque, c'est donc de présenter, puis de réfléchir aussi sur les travaux novateurs qui ont été menés en histoire culturelle au sein du laboratoire. Depuis ces dernières années. Alors évidemment, ces travaux ont posé un certain nombre de questions un peu nouvelles autour de l'américanisation, le métissage, par exemple, les circulations aussi, et évidemment toujours quand même les héritages culturels. Mais peut-être, Aurélie, tu veux compléter? Oui, on a prévu cette première table ronde autour des circulations transatlantiques, avec des spécialistes, ce qu'on appelle des civilisationnistes des États-Unis, mais aussi des études latino-américaines, aussi en anglais et en musicologie, et un deuxième temps autour des enjeux culturels au cœur des relations internationales, avec là aussi des interventions de professeurs, mais aussi de doctorants ou de jeunes docteurs. Ça nous tenait beaucoup à cœur d'avoir cette représentativité dans chaque table ronde. Et c'est réservé aux historiens ou c'est ouvert au public? On peut venir Non, c'est absolument ouvert au public. On va essayer de parler de manière audible et intelligible pour tous. Oui, ça se tient à l'université, dans l'amphithéâtre qui est à l'université, qui est un espace. Et ça a lieu jeudi et vendredi. Voilà. Et on voit bien, vous voyez comment la deuxième thématique de cette table ronde, autour des enjeux culturels dans les relations internationales, boucle d'une certaine manière avec des questions qui sont des questions d'actualité autour de l'Ukraine, par exemple. Absolument. Il faut toujours se dire. Une des questions qui nous a mobilisés. Toujours. Voilà, la possibilité de la diplomatie culturelle. Oui. Et aussi, la première table ronde insiste sur le fait qu'au laboratoire, on travaille vraiment sur des espaces très différents. Et on se répartit un petit peu nos recherches d'un point de vue thématique, les objets de recherche, mais aussi les espaces. Et on a vraiment beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui travaillent sur cet espace transatlantique, avec notamment un projet collectif porté par Anaïs Fléchet sur le dictionnaire des cultures transatlantiques. C'est Transatlantic Cultures. C'est un dictionnaire en ligne et où se retrouvent d'historiennes, historiens, littéraires, civilisationnistes, spécialistes d'histoire de l'art, etc. et qui retrace l'histoire des relations entre les Europes, les Amériques et l'Afrique,
puisqu'on a aussi donc des spécialistes d'Afrique comme François Robinet qui travaille sur le génocide rwandais. D'accord. Et parmi nos partenariats, on a l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université de Sao Paulo au Brésil, etc. Donc c'est aussi cette dimension-là qui est soulignée dans la première table ronde. Et on parlait des tables rondes de nouvelle écriture de l'histoire culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire culturelle se fait aujourd'hui à partir de nouveaux instruments de recherche outils, qui nécessairement induisent de nouvelles façons Absolument. d'écrire. Je pense que dans le monde des médias, on mesure très bien cette nouveauté. Il y a une table ronde aussi consacrée à l'histoire face au patrimoine. Oui, alors ça, c'est un des axes qui a été développé depuis quelques années, un des axes un peu nouveaux du laboratoire, et dont la nouveauté est accrue par l'intégration dans la notion de patrimoine du patrimoine naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons... Alors, oui, On pourrait dire ça. On peut le dire comme ça, c'est pas tout à Non, fait ça, mais on peut le dire comme ça, mais pardon. absolument. Donc, Simplifié. ce qui nous amène à travailler à la fois sur les politiques culturelles qui ont présidé à la patrimonialisation, les monuments, etc. Et puis également, évidemment, aux motifs qui président à cette patrimonialisation. C'est-à-dire quand on crée un patrimoine, qu'il soit culturel ou naturel, qu'est-ce qu'on veut protéger? Qu'est-ce qu'on veut préserver? Comment on trie? Et quel est l'objet? Quel est le critère de choix qui a présidé à la sélection de cet objet? Oui, là, que... pourquoi celui-ci et pas un autre? Pourquoi cet espace naturel mérite d'être protégé et pas un autre qui est juste à côté? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence de protéger là et pas là? Et c'est vrai que oui, alors il y a les patrimoines naturels, mais quand on parle ce qui est retenu comme patrimoine par l'UNESCO, par exemple, c'est aussi des pratiques culturelles. Bien sûr. Voilà, pourquoi la patrimoine pizza, culturel, patrimoine culturel matériel, immatériel. Enfin, la gastronomie française, bien sûr. La gastronomie, et donnant lieu d'ailleurs à un séminaire sur la gastronomie. Oui, parce que vous faites aussi, il y a beaucoup de recherches sur la gastronomie. Absolument. Il y a un séminaire régulier sur les médias et la médiatisation de la gastronomie au sein du laboratoire. Et puis il y aura une table ronde qui sera aussi consacrée aux 30 ans. Oui, c'est des historiens qui reviennent sur leur propre histoire. C'est l'originalité de la première soirée, puisque Anne-Claude va s'entretenir avec ses prédécesseurs et revenir justement sur cette histoire du laboratoire et sur les différentes étapes, les différents moments vécus par notre laboratoire et les différents thèmes, mais aussi les différentes collaborations de notre laboratoire. Anne-Claude étant la première directrice du laboratoire après 30 ans. Avant, c'était que des mecs. Voilà. Je pense qu'il faut quand même le souligner aussi. Donc Clément, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, ça me va tout à fait. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, est-ce que alors l'enseignement se féminise un peu, je suppose, d'une façon générale, mais on parle toujours des historiens, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a en majorité plus d'historiennes que d'historiens, je sais pas, à l'université, ou c'est à peu près, on ne sait pas, il n'y a peut-être pas de statistiques. Je ne sais pas s'il y a des statistiques de fait, mais enfin, en tout cas, je ne les connais pas, je ne connais pas les chiffres, mais à l'échelle de notre laboratoire, on peut dire que la répartition est tout à fait... équilibré entre historiennes, historiens, chercheuses et chercheurs en littérature, etc. Et en littérature, Oui, tout à fait. C'est équilibré. Oui. Alors, dans les cours, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais ça change, ça dépend aussi. Mais il y a quand même toujours plus de femmes. D'accord. Ouais. Donc vous êtes un peu seul. Non, mais en histoire, il y a plus d'hommes. En histoire, il y a encore plus d'hommes, oui. Ça vient de quoi, ça? On sait, non? Non, mais ça dépend aussi des... Il y a eu des études là-dessus, pourquoi Ça dépend des sous-disciplines en histoire. Il y a plus d'hommes en histoire économique et il y a plus de femmes en histoire culturelle. D'accord. Bon, mais ça, on voit bien que le racinement culturel de ces choix-là, bien entendu, bien sûr, c'est une construction. Ça vient de loin. Vous parliez de musicologie, et alors il y aura aussi le chœur des étudiants du master en musicologie de l'université d'Evry-Val d'Essonne qui viendra faire un concert, c'est ça? Oui, un petit concert le jeudi soir, puisque le RASM, donc le
laboratoire de musicologie de cette université a rejoint le CHCSC récemment, et nous nous sommes dit que pour donner un caractère un peu plus festif à cet anniversaire, parce que c'est quand même une fête d'anniversaire, il serait bien de les associer de cette manière-là et de les entendre chanter. Donc ce sera un moment de grâce dans cette université qui n'est pas forcément toujours très régulièrement ouverte, disons, à l'activité artistique. Et justement, la musicologie, c'est de la musique ou c'est de l'histoire? Les deux. Les deux, C'est ça. Non, mais concrètement, par exemple, là interviendra Philippe Kumplovitch, qui, lui, a travaillé dans le cadre avec nous, avant d'être intégré au laboratoire. On avait un projet sur l'opéra de Beethoven, Fidelio, et nous avons travaillé ensemble sur l'histoire de cet opéra, né déjà de transfert entre la France et l'Allemagne, jusqu'à ces différentes mises en scène, y compris à l'occasion de la libération de Mandela en Afrique du Sud, etc. Donc on retrouve les trois moments qu'évoquait Anne-Claude en histoire culturelle, comment un opéra est né, est écrit, et les différentes mises en scène et les différents types de réception. Et donc là, on a travaillé avec un musicologue qui a davantage travaillé sur la partition, sur les enjeux justement d'interprétation des chanteurs, chanteuses, etc. Et puis nous, historiens, historiennes, on était sensibles au contexte, justement à des enjeux de traduction, etc. Par exemple, comment Fidelio a été utilisé à l'occasion de la plupart de réouverture des opéras en Europe après 1945. Et c'était un dialogue extrêmement intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup. Et pourquoi Pourquoi elle a été utilisée? Pourquoi Fidelio? Parce que Beethoven reste une figure, un compositeur qui convient à peu près à tout le monde, et Fidelio finit par un message d'espoir et de libération. D'accord. Alors il a pu être utilisé aussi bien par les nazis à la libération, par les soviétiques que par les Américains, et c'est ça qui est intéressant justement, de voir la complexité de cet objet et de cette lecture. Et là, donc, on était vraiment en dialogue avec chacun nos outils, nos langages, notre langage respectif, mais ça donnait lieu à des échanges extrêmement intéressants. Puisque vous parlez de pluridisciplinarité, je ne sais pas, vous le connaissez peut-être, mais le nouveau doyen de la faculté de droit est un historien du droit, est un spécialiste de l'opéra, si jamais vous voulez. Et il a fait sa thèse, je crois, sur l'opéra de Paris, et en plus, il est fou d'opéra, donc voilà. Une idée pour un nouveau partenariat, absolument. Pour un nouveau partenariat. Donc voilà, donc ce colloque, voilà, ça va être passionnant avec beaucoup d'interventions de gens de l'université qui viennent d'ailleurs, et d'ailleurs aussi. Oui, nous avons invité des gens venant d'ailleurs, justement. Et comme le colloque est organisé autour de tables rondes, il sera sans doute plus intéressant à suivre un colloque un peu plus académique et traditionnel, parce qu'en réalité, il s'agira d'écouter des conversations. Absolument, oui, plus que des interventions plus académiques, comme on dit. Voilà. Et que ce sera ponctué, ou accompagné d'une installation aussi, la grande accélération. Oui, alors, qu'est-ce que c'est la grande accélération, justement? Oui. Une œuvre. C'est une œuvre? Une installation. C'est une installation, d'accord. La grande accélération, en fait, c'est la grande accélération de la fonte des glaces. Donc on est vraiment là dans un sujet aussi, très paradoxalement brûlant. Et donc, le Xavier Aubois a accompagné, donc, avec le soutien d'un collègue aussi de l'UVSQ, a travaillé sur la mise en musique sonore et visuelle de ce processus de la fonte des glaces. D'où le nom de la grande accélération. On peut vous inviter à venir voir, à s'immerger dans cette installation qui sera visible de mercredi à vendredi. Oui, et qui est installée dans la salle des thèses. Ouais. Salle des thèses de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà. On pourra aussi voir des capsules poétiques d'Armelle Chitrit, qui est une chercheuse associée à notre laboratoire. Et on pourra aussi voir d'autres... oui, il y a la station d'écoute, il y a les podcasts, parce que nous nous sommes lancés dans la réalisation de podcasts en histoire culturelle pour justement faire connaître la diversité de nos objets. Donc il y a déjà certains épisodes disponibles, les gens pourront venir les écouter sur place. Donc c'est véritablement ouvert au grand public. Et justement, pour continuer à parler du programme de notre colloque, la deuxième journée s'ouvre avec une table ronde à destination du public, puisque nous allons nous poser la question de la démocratisation des savoirs universitaires. Alors, comment nous, les chercheurs, on peut
encore mieux toucher le grand public. Mais on va aussi avoir des intervenants comme le musée de la ville ou bien le château de Versailles et voir avec eux comment notamment Internet modifie la relation qu'ils peuvent avoir au public. Parce qu'il n'y a pas que la réception des publics. Ça vous arrive d'être justement sollicité par le musée de la ville, par le château de Versailles, par des institutions comme ça pour participer à comment on monte une exposition, on parle justement au grand public? Oui, à cette dimension-là, bien sûr, mais pas seulement. On se délocalise parfois au château pour des séminaires. On a la chance d'avoir des partenaires là-bas et Anne-Claude fait un séminaire justement sur l'appropriation des questions autour du château de Versailles au XIXe siècle. On a aussi des collaborations avec le théâtre de la ville. Caroline, tu es plus au courant que moi là-dessus. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait eu une série de tables rondes qui étaient organisées par nos étudiants de master. D'accord. Avec le théâtre de la ville et ces tables rondes, il y en avait une par exemple sur les enjeux des migrants. Le théâtre de la ville de Paris ou le théâtre de la ville Non, de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Pardon, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Non, on est Monsieur Bassetta, voilà. De notre ville. Non, dans le théâtre de... Voilà, et une scène nationale, oui. Et c'est un partenariat que l'on va reprendre. D'accord, où on est vraiment là, exactement sur nos enjeux, qui est c'est les enjeux de diffuser les résultats de nos recherches. Et nous aussi, on apprend énormément, évidemment, à dialoguer avec le public, avec des professionnels d'autres domaines que le monde universitaire. Alors, on a longtemps accusé un peu l'université d'être une tour d'ivoire, on disait ça. Les choses ont beaucoup changé. Oui, les choses ont beaucoup changé, et notamment sous l'impulsion de l'histoire culturelle, qui nous oblige en quelque sorte à dialoguer avec les acteurs de la vie culturelle, des politiques culturelles, mais aussi avec des praticiens de la culture. Alors, donc on a dit à peu près ce qu'était le laboratoire, ce qui allait se passer dans les jours qui viennent. Bon, on va peut-être parler un peu de vous, si vous êtes d'accord. Si vous voulez. Alors, Anne-Claude Ambroise-Rendu, je vais commencer par vous. Non, ça vous ennuie? Ah non, pas du tout. Si, ça m'ennuie toujours de parler de moi, mais allons-y. Oui, non, pas parler de vous, mais de vos recherches, oui. de vos centres de recherche. D'abord, je disais juste avant l'émission, on a un petit point commun, c'est que vous avez fait votre thèse. Elle portait sur quoi? Sur les faits divers dans la presse française à la fin du XIXe siècle. Absolument. Et vous l'avez fait, votre maître de thèse s'appelle Alain Corbin, qui est un historien délicieux, si je peux dire, qui a mis au point aussi une sorte d'histoire culturelle, pour le coup. Tout à fait, qui est connu pour être le créateur de l'histoire des sensibilités. Des sensibilités, absolument. Ça, oui. Et alors, il se trouve que moi, je l'ai connu quand il était encore prof de lycée. Je l'ai vu comme prof de lycée avant qu'il entre à l'université. Donc, ça nous fait un petit point commun. Voilà. Donc, vous êtes intéressé aux faits divers et vous intéressez beaucoup à l'histoire, au fond, de la violence, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je suis venue à la violence par le fait divers. Au départ, je me suis intéressée aux faits divers en me disant, tiens, c'est quoi cette rubrique de presse? Ça va être rigolo. Il y avait des centaines de faits divers dans votre... Il y en a toujours. Non, mais dans votre thèse... il y en a 16 000. 16 000. Voilà. Donc je me suis incroyable. Dit, il faut aller voir. Qui était dans la presse de l'époque. Cet objet de presse auquel personne ne s'est intéressé parce que par définition c'est la rubrique des chiens écrasés. Donc absolument. Ça n'a pas. C'est tout à fait secondaire. Et Alain Corbin était tout à fait d'accord avec moi pour valoriser ce projet. Voilà. Et donc j'ai découvert dans ces faits divers qu'il y avait quand même une grosse quantité de récits de crimes, de meurtres, bref, de récits de violence. Et donc j'ai glissé à la violence, si je peux dire les choses de cette manière-là, pour m'intéresser ensuite plus directement à des formes de criminalité, notamment de criminalité sexuelle. Absolument, dont la pédophilie. Dont la pédophilie. Dont ce que l'on appelle la pédophilie. Ce qu'on appelle la pédophilie. Et alors je ne sais pas, moi j'ai une vision très, très béotienne, évidemment, mais alors vous avez fait de recherche assez tôt dans l'histoire, sur ce sujet-là. Oui, dès 1810. Voilà, dès 1810. Et est-ce qu'il y a toujours... Parce que j'ai eu l'impression, moi, qu'il y avait un avant et un après à faire du trou, si vous voulez, dans la condamnation sociale de la pédophilie. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où
a vu dans l'après 68, où après tout, on disait la sexualité des enfants, c'était quelque chose qu'il fallait découvrir. Enfin, il y a eu alors c'est probablement des bêtises qui ont été écrites, mais enfin bon, il y avait un regard très différent. Est-ce que sur la longue période, on a un regard aussi très différent par rapport à ce crime-là? Oui, c'est extrêmement évolutif. Il faut toujours se méfier en histoire des moments cliquets où on se dit tiens, il y a un avant et un après. Mais je l'ai simplifié. Non, mais vous avez absolument raison. Il y a un avant et un après à faire du trou dans le grand public. C'est-à-dire que, et d'ailleurs au prix d'une confusion, on se met après l'affaire du trou à parler très massivement, et les médias en particulier se mettent à parler très massivement de ces questions de violence sexuelle sur mineurs, au prix d'une confusion entre le psychopathe tueur d'enfants qui est du trou et le pédophile moyen, lambda, je dirais, qui n'est pas un violent. Hein. Et cette discrimination, elle est faite par les psychiatres, mais elle n'est pas faite ni par les médias, ni par le public. Et c'est vrai que, alors, des écrivains qui étaient reçus en grande pompe avant dans des émissions culturelles, enfin, on dirait formidables, et puis après, ils ont été considérés comme d'affreux pédophiles. Voilà, il y a eu un jugement de société qui a évolué de manière. Voilà, et c'est là où on voit l'intérêt de l'histoire culturelle. Absolument. C'est qu'un discours est produit dans un contexte donné, et il n'est possible que dans ce contexte. Puis le contexte change, et on ne peut plus l'entendre, on ne peut plus l'accepter. Il y a aussi, alors je ne sais pas si vous avez du tout travaillé sur ce thème-là, mais un thème qui est intéressant, c'est aussi le thème de l'insécurité et du sentiment de l'insécurité. Oui, bien sûr, je travaillais là-dessus. Quand on travaille un peu sur la criminalité et sur les médias, forcément, on rencontre l'insécurité au coin du bois, si j'ose dire. Et bon, on peut dire très grossièrement que le sentiment d'insécurité est quelque chose qui est indissociable du discours médiatique. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a des journaux pour raconter les crimes, pour dire ce qu'il se passe dans les rues, dans les campagnes, etc., pour dire quelque chose de la criminalité, que le sentiment d'insécurité va enfler chez les lecteurs de journaux. Et c'est normal, d'autant que cette rencontre entre le crime et les médias, elle est aussi contemporaine d'une rencontre entre les statistiques. Oui. Le crime et les médias. À partir du moment où on compte, statistique, il n'y en a pas depuis tout temps. Il y en a à partir des 1820 par là. C'est ça, exactement. 1820, 26, 27. Oui, c'est ça. Donc cette rencontre explique qu'on voit monter en puissance un sentiment d'insécurité à la fin du 19e siècle, qui depuis a connu des flux et des reflux, mais n'a jamais complètement décru non plus. Mais est-ce qu'on avait, c'est une question peut-être à laquelle on ne peut pas répondre, mais on avait plus peur au 19e siècle qu'aujourd'hui ou c'est compliqué à dire. Non, mais est-ce que le sentiment d'insécurité était plus est-ce que, je veux dire, peut-être aussi les grands médias, la télévision, etc., peut-être accru aussi. Oui, mais les grands médias de la fin du 19e siècle, c'est une presse populaire qui est très lue, qui est très lue, qui est tirée à 1,5 million pour certains titres d'exemplaires, qui est très lue, qui circule énormément, qui est illustrée avec des dessins expressionnistes qui montrent des crimes qu'évidemment on ne peut pas filmer mais qu'on peut dessiner. Donc ça, c'est la force de cette presse-là. Donc je ne sais pas si ce sentiment d'insécurité accru, ce que je peux dire, c'est qu'il a été instrumentalisé. Oui, alors il peut être représenté politiquement, etc. Voilà, c'est ça. Tout le monde se souvient de la campagne de 2002, avec ce fait divers qui a probablement changé le résultat du premier tour. Il y a un moment où les hommes politiques ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose avec ce sentiment-là. Et on le voit toujours, hein, ça continue. Évidemment, plus que jamais. Caroline Moine, alors, on peut parler un peu de vous avez commencé à en parler un petit peu de vos centres de recherche. Par exemple, j'ai vu que vous avez fait une histoire des mobilisations de solidarité internationale. Ça, c'est assez intéressant, ça, parce que c'est... Alors effectivement, c'est le... Et on le voit aujourd'hui peut-être avec l'Ukraine, il y a des mobilisations comme ça, enfin, avec sur des grandes causes. Alors mon point de départ, c'était d'interroger le moment de mobilisation de solidarité internationale après le coup d'État au Chili du 11 septembre 1973, lorsque le général Pinochet arrive au pouvoir. Avec la mort de Salvador Allende, le président élu démocratiquement, et qui se suicide dans son palais, bombardé par les militaires qui font le coup d'État. Et ayant travaillé, comme Aurélie Barjonnet, sur l'Allemagne de l'Est auparavant,
Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ce mouvement de solidarité internationale contre la dictature chilienne était aussi fort en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest, et que c'était un des moments justement qui dépassait a priori la division Est-Ouest et qui intégrait aussi donc des pays latino-américains du Sud. Et donc j'ai voulu en fait interroger ces moments-là qui sont très présents dans les grands récits des partis de gauche, communistes, socialistes, et voir comment une solidarité internationale, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est une construction avec des personnes, des groupes qui font tout pour mobiliser et toucher, créer des émotions pour que des gens tout d'un coup se sentent concernés par ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez soi. C'est-à-dire des Européens se sentent concernés par ce qui se passe au Chili, etc. Et pardon, je vous redonne la parole, mais c'est intéressant parce qu'il me semble, je ne sais pas on connaît plus Pinochet que Videla, par exemple. Enfin, on était plus mobilisés pour ce qui se passait au Chili que pour ce qui se passait en Argentine, qui était aussi cruel, probablement. Oui, tout à fait. L'anecdote dit que Pinochet a inspiré la figure de Dark Vador pour Lucas. C'est la figure du mal. Et ça, c'est un des héritages, justement, de ces très fortes mobilisations de solidarité internationale qui passent largement aussi par les médias, par les affiches, par la musique, ces musiciens en exil et autres qui récupèrent le thème du Chili et qui, du coup, vraiment nourrissent la culture populaire à l'échelle vraiment internationale, et puis aussi le cinéma et dans les médias, télévision, radio. Donc on a vraiment parce que la dictature dure de 73 à 90, pendant toutes ces décennies, on a vraiment tout un ensemble de discours et un imaginaire associé à la dénonciation des crimes commis par la junte militaire au Chili. Et c'est intéressant de voir justement comment... c'est les enjeux aussi qu'on peut se poser quand on se lance dans une mobilisation de nos jours, c'est sur la durée. Sous le coup de l'émotion après le 11 septembre, mais comment on dure. Aujourd'hui, les choses passent plus vite, peut-être, non Oui, mais on le voit pour l'Ukraine, cette mobilisation qui a été très forte, et là aussi, elle a été aussi très créée par le gouvernement ukrainien qui, par exemple, lance une communication, une communication guerre, très réglée, avec un appel à la solidarité internationale, aussi à l'appel de volontaires internationaux, en faisant une référence explicite à la guerre d'Espagne en 1936. Et donc, il y a vraiment une utilisation pour créer cette émotion et pour mobiliser. Et on voit là, l'enjeu, c'est de tenir sur la durée et de voir quelles sont les autres manières de la part du président Zelensky et de toute l'équipe qui est autour de lui pour toucher. Et aussi, évidemment, la contre-propagande côté russe. Et c'est intéressant, évidemment, de comparer avec des moments précédents, même si l'histoire ne se répète jamais. Non, et dans le cas ukrainien, voilà, c'est de voir aussi comment les Ukrainiens, comme les Russes, comme on le sait aussi, Poutine et son gouvernement, tentent de mobiliser ces imaginaires passés et émouvoir aussi en faisant référence à la grande guerre patriotique côté russe ou à la défense, justement, à la guerre d'Espagne, etc., côté ukrainien. Donc c'est là que le regard des chercheuses, des historiennes peuvent un peu aider à déconstruire, voilà, et à prendre un petit peu un pas de recul pour mieux comprendre ce dans quoi on est tous emportés par le flux, comme vous le disiez, une accélération des informations, des images en continu. Et en quelques mots, qu'est-ce que nous dit l'histoire justement de cette guerre ? La guerre en Ukraine ? La guerre en Ukraine, parce qu'on entend beaucoup de choses. C'était l'URSS, en effet. Mais est-ce que c'est les mêmes peuples ? Est-ce qu'il y a des régions qui sont peut-être pas tout à fait qui n'ont pas tout à fait, on le voit bien quand il y a des référendums qui n'ont pas tout à fait les mêmes relations avec la Russie que d'autres en Ukraine, par exemple. Les spécialistes de l'Ukraine, qui sont nombreuses, c'est surtout des femmes, en France et ailleurs, démontrent clairement que ce qui se déroule en ce moment n'est pas né en février dernier. Absolument, il faut déjà remonter à Maïdan en 2013 et 2014, lorsque les Ukrainiens se révoltent contre un gouvernement totalement pourri et ils veulent donc se couper vraiment les liens avec la Russie et surtout l'influence économique et politique plus ou moins voulue de Moscou sur l'Ukraine. Donc on voit qu'il faut encore une fois comprendre des mouvements qui se font de manière très lentement sur le temps long. Et ce qui montre aussi ce qui se passe, c'est que les médias n'ont pas voulu voir ce qui se passait depuis 2014. Et par exemple, Lou Bureau, qui a réalisé ce documentaire que je vous conseille de voir, Les Tranchées, il a tourné en 2020
sur ce front qui était comme les tranchées de 14-18 à l'est de l'Ukraine, où en fait il ne se passait rien, puisqu'il y avait les Russes d'un côté, ou plutôt ceux qui étaient pro-russes d'un côté, et puis ceux qui étaient opposés, les Ukrainiens opposés à l'alliance russe. Ils se faisaient face dans leurs tranchées. Et les journalistes, les médias ne voulaient rien entendre. Et tout d'un coup, là, depuis février, on lui demande d'aller sur le terrain, on lui réclame plein de projets, plein de sujets, etc. Et il le dit et il le répète. Si on avait voulu voir, si on avait écouté, notamment les journalistes qui étaient sur le terrain, ou les experts, les spécialistes, peut-être que les choses se seraient passées un peu différemment. Donc c'est aussi une leçon sur le rôle des médias et sur la manière ou non de couvrir les événements et de voir ou ne pas voir ce qui se déroule sous nos yeux. Je vais demander son sujet de thèse à Anne-Claude. Le vôtre, c'était quoi? Mon sujet de thèse, c'était sur un festival de cinéma en Allemagne de l'Est. C'est ça, vous êtes bilingue, hein, non? Non, vous parlez allemand? Oui. Enfin, je comprends très bien. On comprend que je suis française quand je parle allemand, mais je me fais comprendre. Aurélie Barjonnet, alors on a un petit peu parlé de Zola déjà. De recherche aujourd'hui. Quand on décide comme ça une recherche, vous le faites seul, vous le faites avec des étudiants? Il y a aussi des étudiants qui participent? Non, la thèse, l'habilitation, c'est seul. La thèse, oui, non, mais j'ai la chance d'échanger avec... Votre thèse, c'était sur? La thèse, c'était sur la réception de Zola dans les cercles de gauche en France et en Allemagne. D'accord. Là, vraiment, je l'ai faite seule, j'enseignais pas encore. Sûr, oui. Par contre, le sujet de la deuxième thèse, c'était la littérature des non-témoins, de ce que j'appelle les petits-enfants de la Shoah. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir, au niveau master, avoir quelques séminaires sur ce sujet, donc d'en parler avec les étudiants. Et puis, quand on retravaille sa thèse pour publication, on pense beaucoup aux étudiants. Et ça m'a beaucoup aidé pour tout reprendre et pour faire un livre pour le grand public. Les non-témoins, quand vous dites les non-témoins, c'est donc les... Oui, c'est mon credo un peu. Je fais exprès parce qu'on parle beaucoup des témoins. Ouais. Les témoins de la Shoah, malheureusement, disparaissent. Oui. Et il y a une double urgence. Il y a à la fois recueillir leurs paroles, mais il y a aussi faire vivre une mémoire familiale qui est en train de disparaître. On sait que l'histoire se raconte dans les familles sur 3-4 générations. On a rencontré nos grands-parents, peut-être, comme c'est mon cas, mes arrière-grands-parents, et après, c'est fini. Je parle de la circulation de l'histoire dans les familles. On a beaucoup dit que sur les drames de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu beaucoup de non-dits de la part de gens qui ont survécu. Oui, alors j'ai beaucoup regardé ce qui se passait en Allemagne et en France, et il y a une étude très célèbre en Allemagne qui s'appelle « Grand-père n'était pas un nazi ». C'est un psychosociologue qui s'appelle Harald Welzer qui est allé interroger pas seulement les témoins de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient sympathisants, mais aussi leurs familles. Et il montre que souvent, les témoins ont raconté un récit assez subjectif et partiellement lacunaire, que la deuxième génération, les enfants n'ont pas cherché vraiment à en savoir beaucoup plus, et puis les petits-enfants allemands qui sont nés, qui ont vécu le devoir de mémoire à l'école, sont très curieux et ont surtout très envie que leur famille ait été du bon côté. Donc parfois, ils réécrivent l'histoire dans un sens positif, et Harald Welzer explique qu'il ne faut pas s'en émouvoir, que ça peut choquer, mais c'est aussi le signe que le devoir de mémoire, que le travail de mémoire en Allemagne a fonctionné. Parce que personne n'a envie de découvrir que papy était plus ou moins nazi. Bien sûr. Voilà. Alors évidemment, en France, j'invite chacun à se poser la question, est-ce qu'on s'est inquiété de savoir si papy et mamie avaient collaboré avec les Allemands? Je pense que la question c'est beaucoup moins posée en France qu'en Allemagne. C'est posé pour les enfants, généralement. Enfin, il y a beaucoup de témoignages d'enfants, de collaborateurs quand même. Oui, bien sûr. Moi, je travaille sur les écrivains qui se sentent descendants de cette mémoire et qui écrivent en non-témoin. J'insiste beaucoup sur cette notion de non-témoin parce qu'il y a cette peur de la fiction, la peur que l'écrivain va s'emparer forcément mal de ce sujet, va forcément mentir pour plaire au plus grand nombre. Quand on regarde la littérature contemporaine sur la Shoah, on s'aperçoit qu'au contraire, il y a plutôt le contraire qui se passe, des écrivains qui trouvent des moyens plus ou moins ingénieux pour dire, vous savez, moi, j'y étais pas, en fait. Il y a des témoignages qui existent. Ce que je fais, moi, c'est autre chose. Je raconte en non-témoin. Donc, comment ce statut de non-témoin se traduit en littérature? Oui, se propage et se traduit, absolument.
Je vous propose de voir un petit sujet. Il y a une exposition pour commémorer ses 30 ans, mais qui durera alors un peu plus longtemps, jusqu'en décembre. Oui, qui a commencé la semaine dernière. Qui a commencé la semaine dernière. Et poursuivre au-delà. Régine Ralech est allée faire un tour dans cette exposition. On regarde. Et puis après, on dira un petit mot avec Clément quand même. À l'université de Saint-Quentin en Yvelines, le laboratoire d'histoire fête ses 30 ans. Et pour l'occasion, des étudiants ont réalisé une exposition sur les affiches à travers l'histoire contemporaine. Alors l'exposition, elle parle des affiches et de l'affichage. Alors il y a des affiches sur le 19e siècle, il y a des affiches de l'entre-deux-guerres du Parti communiste, et ici, derrière moi, il y a des affiches des films soviétiques sortis entre 1986 et 1991. Variées, les affiches dépeignent toute une série de mutations sociales, culturelles et économiques. L'exposition s'intéresse à la politique, à la guerre ou à d'autres institutions, comme le cinéma. Mon travail portait plus précisément sur ces affiches de films soviétiques. Je montre comment la fin de la censure qui est organisée par Gorbatchev en 1986 fait évoluer les affiches aussi bien que les films. Donc les affiches sont des sources historiques intéressantes pour l'historien. Ce qui est passionnant, c'est que c'est un master recherche, donc on est encadré par des professeurs, mais en même temps on a beaucoup de liberté pour choisir notre sujet de recherche. L'exposition aura lieu jusqu'au 2 décembre et un colloque sur les nouvelles perspectives de l'histoire culturelle se tiendra les 24 et 25 novembre. Alors, Maximilien Petit, vous venez de nous rejoindre, parce qu'il était très discret. Hein. Vous êtes chargé des ressources documentaires au Centre d'Histoire et créateur de l'exposition. Hein. Alors, justement, d'une exposition en lien avec Saint-Quentin, c'est ça ? Alors, vous évoquez peut-être l'exposition La Grande Accélération. Il y a la Grande Accélération, c'est ça dont on il y a la Grande Accélération, donc, qui sera effectivement une exposition artistique qui sera accessible pendant les 2 journées du colloque, et une exposition d'affiches dont on vient de voir une vidéo, voilà, où c'est surtout ma collègue Laura Fauché qui a effectivement beaucoup travaillé avec les étudiants. D'accord. Voilà. Pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps, Clément Verger. Est-ce que ce sujet que vous êtes en train de travailler, ça vous oblige à voyager, non Un petit peu, oui. Alors j'essaye, les temps modernes me font réfléchir aussi un peu à mon bilan carbone, mais disons que j'essaye de faire un compromis. Donc récemment, là, cette année, j'étais à Hawaï, donc ça fait forcément un peu de distance. Et la photo utilisée pour l'affiche a été faite sur l'île de Norfolk, qui est une petite île entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et où je suis allé, où Cook a voyagé lors de son 2e voyage et a fait la découverte d'un arbre qui s'appelle le pin de Norfolk, sur lequel donc, j'ai dédié, dans un sens, un chapitre de mon projet. Bravo. Alors je rappelle donc le colloque, c'est 24 et 25 novembre, hein. C'est donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Je remercie Caroline Moine, alors qui vous a cédé la place pour quelques minutes, mais vous viendrez plus longtemps la prochaine fois. Hein. Merci infiniment. Alors merci Anne-Claude Ambroise-Rendu, merci Aurélie Bargenet, merci Clément Verger, et merci Maximilien Petit, et merci aussi Caroline Moine qui est juste là. Hein. Et bravo pour ces 30 ans. Merci à vous. Merci à vous. À très vite pour un nouveau PAF.